Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans mon humble cabinet. Nous avons aujourd'hui la chance ensemble de recevoir notre cher Gartin. Gartin, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va plutôt bien malgré la chaleur écrasante. C'est vrai On en malgré, parlait. les 48 degrés, moi je suis venu en short, toi tu es venu, avec, je cite, «un habit de ski». C'est pas très légal normalement, mais en tout cas ça me fait plaisir d'être là. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Et oui, j'ai un pantalon de ski parce que, bref. Bref, ça ne regarde que moi. J'aimerais te demander ce que tu attends de cette séance. Ce que j'attends? Mmh, J'attends on va dire avec tes questions, avec la discussion qu'on va avoir peut-être, d'en apprendre plus sur moi, parce que je pense que, quand on parle et quand on s'ouvre, petit à petit, des fois, ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on pensait savoir, mais qu'on n'avait jamais vraiment, pointé du doigt. Donc, j'aime bien ce genre de séance parce que justement, on va dire que dans le cadre privé, je parle très peu de moi. Donc, c'est plutôt, on va dire, lors d'interviews ou bien, d'événements un petit peu comme ça, plus particuliers, que j'ai plus tendance, on va dire, à m'ouvrir. J'ai plus de mal dans le cadre des gens que je connais et de qui je suis proche, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Ok, non, c'est une réflexion qui est très intéressante. On va pouvoir prendre justement le temps ensemble de pouvoir en apprendre plus sur toi. Et avant toute chose, j'aimerais te poser une toute première question. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? À quelqu'un qui ne me connaît pas, Pas du tout. alors dans la vraie vie, généralement, quand je me présente, c'est un peu paradoxal. Déjà, je dis pas que je fais des vidéos. Ok. Heu, J'aime pas d'ailleurs les gens qui se définissent, on va dire, par leur statut social ou bien, par leurs études, ou que sais-je. Généralement, je dis: «Bonjour, je m'appelle Théo». Je dis que je suis encore étudiant, ce qui est un peu faux. Je dis que je suis étudiant en droit parce que techniquement, je suis encore en master, mais j'ai arrêté, dans les faits et ensuite, on va dire que je fais une petite blague. Donc ma présentation, on va dire qu'elle est assez soft. Je dis mon prénom. Généralement, ça arrive très vite sur le sujet de où est-ce que j'habite, mes origines. «Ah, tu de Lille, ah, j'aime bien les gens du Nord». Derrière, on me demande si je bois, si je prends de la bière, je dis que non et après s'ensuit, une discussion, on va dire des plus normales. Est-ce que tu dirais que tu as une bonne mémoire? Je pense que j'avais une bonne mémoire quand j'étais petit. En fait, j'ai une bonne mémoire, ça dépend, on va dire, des choses travaillées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, typiquement les discussions avec les gens, j'ai une grosse tendance à oublier ou bien, à contrario, à me rappeler de choses qui sont très inutiles et très futiles. C'est-à-dire que, par exemple, les dates, je retiens beaucoup, les dates de films que j'ai vus ou bien, là, je pense, hier, je faisais un burger quiz avec des potes. Il y avait la question, par rapport, à la première vidéo YouTube qui est Meet at the Zoo et on m'avait demandé en quelle année c'était. Du coup, moi, j'avais aucune idée, je crois que j'avais répondu 2009 et après on m'a donné la date et du coup, j'ai retenu que c'était le 23 avril 2005 et en fait, bah, ça me sert absolument à rien, mais je retiens des choses comme ça donc j'ai une bonne mémoire pour des trucs complètement inutiles, et qui servent absolument à rien, mais sur beaucoup de choses, je suis un peu tête en l'air et j'ai tendance à oublier donc ça va vraiment dépendre des choses et on va dire que les choses aussi qui me paraissent logiques, j'ai beaucoup moins de mal à les apprendre que les choses qui me paraissent illogiques. Typiquement, dans mes études de droit, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à apprendre parce que je me faisais une petite histoire et l'histoire, des fois, elle est logique dans la manière dont elle se construit. Une loi, elle a été faite, pour pallier à un problème, donc j'ai trouvé une forme de logique et j'arrivais facilement à apprendre. Là où des choses, qui me paraissaient beaucoup moins logiques, typiquement, les sciences, je sais pas, les sciences, et vie de la Terre, même si ça a une logique pour certains, moi, ça m'a toujours paru un peu abstrait et lointain. J'ai beaucoup plus de mal à mémoriser. Donc, je dirais que ça dépend vraiment, et que c'est une mémoire au cas par cas. Eh bien, avec cette mémoire au cas par cas, j'aimerais que tu me racontes ta vie, de ton souvenir le plus lointain jusqu'à aujourd'hui, en sachant que, au fil de ta narration, de ton récit, tu as tous les droits. Tu peux mentir, tu peux revenir en arrière, tu peux omettre, tu peux recréer, tu peux nommer, tu peux ne pas le faire, enfin, tu fais ce que tu veux. Et j'ai envie de savoir justement où ta mémoire
va décider de nous amener. Et ben, tu vois, quand je te dis que j'ai une mémoire très, on va dire, au cas par cas, comme je t'ai dit, c'est que j'ai justement, et je me faisais la réflexion récemment, très peu de souvenirs d'enfance. Et même très peu de souvenirs, même de mon lycée, de mon. Tu vois, il y a un peu, il y a un peu de ça. Je sais que le plus lointain souvenir, et d'ailleurs, je vais absolument pas mentir, même si tu as dit que j'avais le droit, je vais pas mentir, je vais peut-être omettre. Ça c'est possible. Mais le plus lointain souvenir dont je me rappelle, c'est des vacances. Je crois que c'était en Tunisie avec mes parents. Et en fait, c'était des vacances qui m'avaient marqué parce que, en fait, il y avait eu. On avait, je crois que c'était un maître de stage, en tout cas une personne qui nous gérait au club. Et en fait, cette personne avait été, je crois, violente avec un des enfants. Et moi aussi, j'étais un enfant à cette époque-là. Je crois qu'il avait mis une claque ou un truc dans le genre. Et en fait, on avait grave peur de lui. Et je me rappelle que j'étais la seule personne qui avait parlé. Et derrière, je me rappelle que le gars m'avait mal regardé. Il y avait eu un peu des soucis parce que moi, j'avais vu une forme d'injustice là-dedans. Et c'est le plus lointain et le premier souvenir, on va dire, dont je me rappelle. Après, j'ai beaucoup de souvenirs, on va dire, liés à des cassettes vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas, mais puisque mon père était caméraman, et encore caméraman, puisque c'est sa dernière année avant d'être à la retraite. J'ai beaucoup d'images de mes vacances de quand j'étais petit, etc. Mais qui ne sont pas des souvenirs, qui sont des souvenirs qui se sont construits, on va dire, au fur et à mesure, justement, en regardant ces vidéos. Mais sinon, on va dire que j'ai quand même eu globalement une enfance assez, je vais dire, assez facile, en tout cas bien entourée. Une enfance bien entourée durant les premières années avec une famille qui a toujours été là pour moi, qui a essayé de me transmettre des bonnes valeurs et qui, je pense, ont réussi. Donc, sur ce plan-là, c'est les premiers souvenirs que j'ai. J'ai aussi un petit souvenir des vacances en Sicile. Beaucoup de souvenirs des vacances, mais très peu de souvenirs, on va dire, de choses purement scolaires. Si je me rappelle qu'en CM2, on devait apprendre des poèmes. Et justement, ce côté mémoire, j'aimais beaucoup apprendre des textes. Et en fait, mon père aussi aimait beaucoup me faire apprendre des textes parce que justement, il avait remarqué que j'avais une bonne mémoire pour ce genre de choses et aussi que ça m'intéressait. Et donc, puisque je savais ni lire ni écrire, à l'âge de 6 7 ans à peu près, il m'a fait apprendre 2 tirades. La première tirade, c'était la tirade du nez de Cyrano, dont je ne me rappelle plus aujourd'hui, je vais pas mentir. Et la deuxième, qui par contre m'est restée, je ne sais pas pourquoi, alors je ne l'ai jamais retravaillé, mais je me rappelle encore aujourd'hui par cœur, c'est l'acte 1, scène 4 du Cid, avec le fameux orage au désespoir. Donc il m'apprenait des choses comme ça, donc j'ai quelques souvenirs de lui dans ma chambre en train de me lire des textes, de m'apprendre aussi des textes comme Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard ou bien l'Albatros de Baudelaire. Donc j'ai pas mal été bercé par les textes, même si très vite j'ai eu, on va dire, un refus de la lecture, de l'autorité parentale en général à la période du collège. Période aussi à laquelle j'ai complètement raté les échecs que j'avais appris quelques années plus tôt parce que j'avais besoin d'aller dans un moule, on va dire. Moule dans lequel je suis resté durant mes années collège, lycée, et duquel je pense j'ai réussi de nouveau à m'extraire une fois qu'il y a eu un nouveau départ, à savoir la fac. Je me suis dit c'est un nouvel environnement, et c'est un environnement dans lequel j'ai envie de me retrouver dans plus de liberté. Et c'est le moment où j'ai commencé à faire des vidéos, et aujourd'hui j'en suis là. Ouais, c'est globalement ça, et j'espère que je t'ai pas mis un trop gros tunnel. J'étais en train de me dire, le tunnel peut être encore long et il faut que je speedrun le truc. Figure-toi que c'est tout le concept de prendre un tunnel, donc je suis là pour ça, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Non, mais il y a des éléments déjà très intéressants, évidemment. Alors, c'est amusant parce que tu parles alors je ne sais pas si ce sont des facilités, mais en tout cas, apprendre par cœur, c'est quelque chose qui te plaisait déjà très jeune. Mhm. J'imagine que par la suite, quand tu as joué aux échecs, ça a dû être aussi quelque chose qui a facilité l'apprentissage du jeu. Aux échecs, je pense que ouais, il y a la mémorisation de patterns, Mm.
mais les échecs, c'est de la mémorisation, surtout dans les ouvertures. Et en fait, comme je te dis, j'ai toujours eu un besoin d'aimer ce que j'apprenais ou d'y trouver un sens. Et dans les échecs, en fait, apprendre des ouvertures, des séquences de coups, où en fait, bah, des fois, tu as besoin de te replonger dans la position pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais des fois, il y a des lignes qui sont tellement techniques et c'est tellement des trucs qui arrivent dans 10 coups qu'en soi, si tu te rappelles pas, tu te rappelles pas. Et donc, les échecs, on va dire que j'ai jamais trop utilisé ma mémoire pour ça. Alors, peut-être inconsciemment, parce que à force de faire des patterns, de tactiques, etc., il y avait des choses qui revenaient et que j'avais peut-être plus de facilité à reconnaître. Mais on va dire que le segment des échecs qui demande le plus de mémorisation, à savoir les ouvertures, c'est vraiment le truc que j'ai jamais travaillé et qui m'a toujours vraiment saoulé au plus haut point et qui d'ailleurs m'a fait comprendre que je ne pourrais pas aller à un niveau au-dessus aux échecs parce que c'est une phase du jeu qui, moi, m'ennuie profondément, on va dire. Ok, je comprends. Alors, tu m'as parlé de rentrer dans le moule. Mm. Qu'est-ce que c'est, ce fameux moule, pour toi? Rentrer dans le moule. C'est vrai que j'utilise souvent cette expression. J'estime que c'est faire comme tout le monde, ou plutôt c'est faire ce que les gens attendent de nous qu'on fasse. Et pendant longtemps, j'ai estimé que ce qu'on me demandait de faire ou ce qu'on me disait de faire, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. J'ai toujours remis, on va dire, en question le système, j'ai toujours un petit peu remis en question les règles, alors que des fois, il y a des règles qui sont bonnes, il y a des règles qui sont justes. Mais j'ai tout de suite, on va dire, je pense, été très conscient du fait que les règles qui nous étaient imposées, bah, c'était des règles à un moment donné, à un instant donné, et qu'elles n'étaient pas immuables et qu'elles n'étaient pas une vérité absolue. Je reprends souvent, on va dire, cet exemple d'un passage dans un film c'est Midnight Express, où en fait il y a un procès du personnage principal, et en fait il fait sous cette tirade où il a été condamné plusieurs fois, et là c'est son énième jugement, et en fait il fait tout un discours sur qu'est-ce que c'est la sentence, qu'est-ce que c'est le crime, et il raconte justement cette idée que c'est vraiment c'est quelque chose dans une temporalité. C'est toute la morale d'une époque aussi. J'avais, en études de droit, travaillé à un moment donné sur Émile Durkheim et la définition du crime. Et je trouvais ça très intéressant. Il disait que le crime, déjà, c'était quelque chose de nécessaire. Et je trouvais cette idée intéressante parce qu'en fait, pourquoi le crime est nécessaire? Parce que dans un sens, quand on est dans une... Enfin, c'est pas... Là, je dissocie deux choses. Je vais un petit peu sur un autre truc. Mais quand on est dans une société de saints, entre guillemets, bah, les règles, elles vont être beaucoup plus difficiles que dans une société de criminels où on va dire que un crime qui nous paraîtrait fou, bah, il est minimisé puisque on va dire que la somme de la moralité des individus, elle est très basse. Et donc, bah, j'ai toujours pas mal questionné ça. Et ce sentiment de justice aussi, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de droit aussi. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me rendre compte, quand je suis en train de parler, qu'il y a beaucoup. J'ai souvent tendance à aller sur un sujet, à pas le traiter complètement. Mhm. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport au crime, etc. Mais bon, bref, en gros, dans l'idée, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Aucun problème. Ouais, Laisse-toi. je me perds souvent. Je me dis, putain, il y a ça, ça peut me faire aller là-dessus. Et du coup, j'oublie ce que je disais à la base. Mais... Aucun souci. Laisse-toi divaguer un peu. C'est très intéressant, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, même si tu ne termines pas ton idée, on pourra y revenir si tu souhaites y revenir. Ou voilà, n'hésite pas du tout à te balancer de branche en branche. Ça me va Comme très bien. Tarzan. Ok. Comme lui-même, exactement. Ok, donc du coup, faire ce qui est attendu pour toi, ça a été plutôt, on pourrait dire, une source d'inquiétude, plus jeune notamment, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que tu t'es un peu affranchi Qu'est-ce qui a des été une barrières. chose d'inquiétude, j'ai pas. Justement, le fait de faire ce qui est attendu Ouais. d'un point de vue sociétal, j'imagine. Mhm. Est-ce que ouais, ça a toujours, en fait, j'ai toujours eu le besoin. En fait, j'avais l'impression qu'en faisant comme tout le monde, je deviendrais comme tout le monde, et j'avais besoin de me sentir spécial et j'ai toujours eu envie d'être connu. J'ai jamais su pourquoi. Mmh. Je pense maintenant avec du recul que c'était peut-être un besoin d'être validé, d'être reconnu, d'être aimé, et en pensant je pensais qu'en étant aimé par la «grande masse» entre guillemets,
ça m'aiderait à me retrouver moi. Et maintenant que j'ai un petit peu grandi, je me rends compte que c'est peut-être plus l'amour des siens et des proches qui importe beaucoup plus que la validation, une validation globale. Mais ouais, moi, ça m'a toujours tenu à cœur et je me suis toujours dit qu'il fallait faire aussi un pas de côté pour être original et surtout qu'il fallait pas accepter les choses telles qu'elles sont. En fait, j'avais aussi l'impression qu'être adulte, c'était se conformer à des choses qui sont pas acceptables ou plus acceptables. L'exemple que je prends souvent, parce que j'avais écrit un texte par rapport à ça, j'écrivais beaucoup de poésie, même si maintenant ça fait 1 ou 2 ans que j'ai plus trop écrit un texte. J'avais écrit un texte justement sur les personnes qui vivent dans la rue et le fait que, en grandissant, on les regarde plus, alors que enfant, je me rappelle que c'était toujours quelque chose qui me choquait, que j'avais toujours le réflexe de vouloir donner en euros, le réflexe de vouloir aider. Et j'ai l'impression qu'en devenant adulte, on accepte cette misère dans le monde, ou bien on part du principe qu'on ne peut plus la changer, que le monde tel qu'il est, il est comme il est, on doit l'accepter et qu'on on est trop petit à notre échelle pour le changer. Et je me suis toujours battu contre ça. Et je pense qu'on peut changer les choses à notre échelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais peut-être ce besoin d'être connu. Parce que je me disais, ouais, les injustices, elles existent, mais moi, je peux changer les choses. Et j'ai envie de donner un sens à tout ça. Et en fait, je pense aussi que je m'étais perdu là récemment en me disant, certes, je fais du divertissement, j'essaye de, d'aider les gens qui, dans leur vie, on va dire, pas forcément facile, peuvent rigoler un petit peu sur mes vidéos. Mais j'ai envie de retrouver un petit peu plus de sens dans tout ce que je fais. Et c'est toute la réflexion que je me fais ces derniers mois et qui m'amène, on va dire, dans la création de contenu et aussi sur un plan plus personnel, à, à revoir la manière dont j'ai vu les choses durant toutes ces années. Alors justement, la création de contenu, parlons-en. Comment tu t'es dit, allez, j'allume une caméra, ça part, je prends mon téléphone et comment tu, c'est quoi le déclic? Comment on lance son premier post sur Instagram? Comment on fait sa première vidéo YouTube? Comment ça se passe le début? Mais moi, en fait, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos. J'ai toujours été sur Internet. Je suis sur Twitch depuis genre 2016 en tant que viewer. C'est pas non plus hyper méga lointain, mais bon, j'avais seulement 13 ans, donc on va dire j'ai toujours un petit peu traîné sur Internet. Et donc j'ai toujours voulu aussi faire des vidéos parce qu'Internet, pour moi, tu vois, ça me semblait être un lieu de vérité où j'y voyais des gens vraiment sincères et des gens dans lesquels je me reconnaissais. Et donc, cette envie de faire des vidéos, elle a toujours été là. Mais je pense que pour 2 raisons, j'en ai pas faites. La première, c'est déjà que mon père était caméraman et que j'ai toujours eu un refus de l'autorité. Donc, j'avais envie de faire l'opposé de ce qu'il faisait. Donc, faire des vidéos, ce serait aller un petit peu dans le sens de ce qu'il voudrait de moi ou de ce que lui fait comme métier. Et je pense que quand on est adolescent, on n'a pas envie de prendre la même direction que ses parents. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Et la deuxième chose qui m'a pas mal, et je pense que ça par contre c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, qui m'a pas mal freiné, on va dire, c'est le regard des gens, c'est le fait qu'il y avait des personnes qui faisaient des vidéos dans mon collège, qui se faisaient afficher, on va dire, à la pause, sur le grand écran, en mode c'est la honte. Et donc j'avais peur de me lancer. Un jour, je me suis lancé, je crois que c'était après. C'était une parodie de Sainor09 sur Twitter, parce qu'il faisait des vidéos Clash Royale. Il faisait des pack opening et je trouvais qu'il surréagissait de zinzin. Du coup, j'avais repris ça, j'en avais fait une petite vidéo, mais toujours sans montrer ma tête. Et en fait, et c'est la troisième chose d'ailleurs, j'ai dit 2 points, mais là, il y en a un troisième qui me vient à l'esprit. C'est aussi, j'étais très conscient qu'internet était méchant, qu'internet pouvait être mauvais, qu'internet pouvait détruire et qu'internet aussi, il fallait avoir les épaules pour faire quelque chose dessus et qu'aussi dans le monde professionnel, ce serait quelque chose qui me poursuivrait, on va dire, jusqu'au bout. Et puisque moi, j'avais envie de faire de la politique ou bien de devenir avocat,
Je me voyais pas faire des vidéos humoristiques et derrière aller plaider au barreau de Paris. Donc, donc ça m'a pas mal trotté dans la tête cette idée-là que ça pouvait nuire, on va dire, à une carrière plus, plus conventionnelle. Et un jour, je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. Tant pis pour les répercussions que ça aura. Et dans un premier temps, je ne montrais pas ma tête. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de montrer ma tête. J'ai envie d'aller plus loin dans ce que j'ai envie de construire et de créer. Et si j'ai envie de faire ça depuis tout petit, bah, c'est que ça a des raisons. Et même si tout le monde me dit, ah, tu ferais un bon avocat, parce qu'il y avait aussi ça qui était difficile, c'était d'aller dans une voie où les gens ne comprennent pas quand tout va bien dans la voie qui est tracée. Pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Bah, c'était pas un choix qui a été facile pour moi. Mais du coup, ma première vidéo, elle date, je crois, de 2022 environ. J'avais repris une vidéo d'échecs. Non, ma première vidéo sur Insta/TikTok, autre que la vidéo de Sailor09 qui doit dater de 2016, c'était une vidéo où Angèle, elle disait balance ton quoi et je mettais des fleurs après. Et j'étais mort de rire. Pour moi, c'était vraiment le prime de l'humour. Et j'avais fait un autre truc aussi où j'avais mis un Kwakubé sur une autre vidéo. Et ensuite, ça a été une vidéo échec, déjà dans le style un petit peu que j'ai aujourd'hui, on va dire. Alors, le style que tu as aujourd'hui, c'est plutôt un style explosif, on va Mm. dire, très dynamique, dans la surexcitation. Pourtant, quand on t'entend parler, on a clairement affaire à un garçon qui voilà, a l'air quand même assez calme, qui structure bien ses idées. Euh, est-ce que est-ce que tu es un peu des deux ou est-ce que tu joues vraiment, on va dire, le jeu des réseaux sociaux et c'est un style d'humour, on va dire, que tu utilises? Ou est-ce qu'il y a aussi de cette partie d'humour-là dans ta vie à toi? Non, on va dire, je suis vraiment totalement des deux. C'est-à-dire qu'on va dire que le côté que je monte sur les réseaux, c'est le côté j'aime faire des blagues, le côté je suis surexcité parce que quand je joue, je suis vraiment ce truc de j'ai envie de défoncer mon adversaire, je suis vraiment dans le jeu. Pour moi, la compétition, c'est quelque chose d'hyper méga important, ça a toujours été quelque chose d'hyper présent, donc l'envie de gagner et surtout la passion, en fait, quand je me laisse éprendre de passion, quand il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'ai envie d'en parler avec les tripes et c'est pas une envie de me conformer à ce que les réseaux sont, c'est plutôt ce que je suis. Mais je pense que j'ai vraiment 2 facettes. Cette facette-là aussi très, très joviale, très, je montre, très je fais des blagues, très show off et aussi une partie, bah, forcément, plus posée, plus sérieuse, que je montre dans d'autres contextes et qui est peut-être moins accessible, aussi, que je cache un peu plus. Parce que c'est peut-être aussi une partie plus sensible, plus, à fleur de peau. Donc non, je joue pas pour les réseaux, c'est une partie de moi et c'est vrai que c'est bizarre quand on voit parfois le parallèle entre les 2. Et ça dépend aussi de mon humeur. On va dire qu'il y a des jours où je me sens de faire des blagues. Là, je me dis: «Je suis dans un contexte où j'ai l'impression d'être chez le psy». Je suis peut-être aussi dans un contexte dans ma vie où je suis beaucoup plus en remise en question et donc j'ai envie de prendre les sujets plus à cœur et plus, on va dire comme si je parlais dans une discussion avec un ami, que je connais de longue date, dans une discussion, un petit peu plus profonde et pas forcément en surface, parce qu'on a besoin de ça aussi et les réseaux des fois ça j'en ai marre d'être que quelque chose en surface ou bien même, tu vois, maintenant quand je rencontre des gens, il y a beaucoup de small talk et je pense que j'en ai un peu marre de ce small talk, donc ça me fait du bien là de parler différemment, un petit peu plus, de ce qui me touche vraiment et de ce que je suis vraiment aussi. Non pas que je sois pas, l'autre partie de moi, mais juste je suis ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Alors justement, en parlant de ces sujets qui te touchent, tu nous as parlé de poésie, d'écriture. C'est un loisir. Alors j'ai deux questions du coup, parce que tu m'as dit que c'était un peu sorti de ta vie récemment. Mmh. Donc ça, c'est une de mes premières questions. Pourquoi? Et la deuxième question, c'est bah, comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'a passionné là-dedans? Je vais répondre à la deuxième en premier parce que je peux pas de faire les choses dans l'ordre.
Très bien. trop relou. Hem, Ça m'est venu, je pense, par un besoin d'extérioriser mes peurs quand j'étais petit. J'ai tout de suite vu, l'écriture comme un moyen de poser des mots sur des douleurs et de mieux me comprendre moi-même. Donc pour moi, l'écriture, ça a été une vraie thérapie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Je dirais même que c'était un besoin de vie ou de mort. À des moments où je me sentais vraiment pas bien, j'avais besoin de prendre un papier et d'écrire, parce que sinon ça allait pas. Je dis pas que ça allait mieux après, même c'est un exercice très difficile de mettre avec honnêteté ce qu'on pense, parce que des fois on a tendance à enjoliver dans les textes ou à vouloir justement rendre la chose trop dramatique. J'ai toujours voulu écrire, et chercher ce qui était vraiment en moi, donc c'était un besoin, la raison pour laquelle j'ai commencé. Et en fait, justement, au fur et à mesure des moments où j'écrivais, j'avais l'impression de me perdre et de non plus écrire ce que j'estimais vrai, ce que j'estimais juste ou ce que je pensais, mais je mettais trop d'artifices autour. J'avais envie de rendre la chose belle et en rendant la chose belle, je perdais de vue ce que j'avais envie de dire. Et donc, il y a certains de mes textes que j'aime pas justement pour cette raison-là. Et pourquoi j'écris plus aussi? Parce que je pense qu'on écrit soit quand on va pas bien, soit quand on a des choses à dire, soit quand on a envie d'écrire. Et j'ai l'impression que les dernières choses que j'ai écrites, c'était des choses qui avaient plus vraiment de sens. Et je me suis dit, bah, pour écrire sur des sujets, il faut vivre un petit peu. Et donc là, j'ai mis de côté, on va dire, le stylo. Et j'ai pris le sac à dos et je me suis dit, vivons. Et quand j'aurai bien vécu, j'aurai des choses à dire, j'aurai des choses à raconter, j'aurai de vraies histoires, des histoires sincères, de nouvelles choses. Parce que là, en fait, je me renouvelais plus et je me perdais. Et j'étais trop toujours dans chez moi, à pas faire grand-chose, à pas me cultiver, à simplement regarder mon balcon. Et je pense que on a vite fait le tour d'un homme qui raconte la vie depuis son balcon. Donc, je me dis que j'écrirai quand j'aurai un petit peu fait le tour, non pas du monde, mais en tout cas, au moins de mon quartier, puis de ma ville. Et ensuite, peut-être que j'aurai de nouveau des choses à dire. C'est joli. Alors cette inspiration, comment est-ce que tu cherches à la retrouver au quotidien? Est-ce que tu justement tu sors beaucoup? Est-ce que tu cherches à aller, découvrir des choses? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui rythme culturellement ton quotidien? Bah, en fait, justement, j'en ai marre de chercher l'inspiration. J'ai envie qu'elle se laisse aller à moi et en fait, j'ai trop passé de temps devant des feuilles blanches à essayer de noter. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris beaucoup moins. C'est quand j'en ressens l'envie, quand je ressens qu'il y a quelque chose qui doit être dit et qui est prêt, qui a assez mûri. Je pense qu'en fait, c'est quand même généralement quelque chose qui a mûri dans le temps, que j'ai pensé, repensé, repensé et un jour, OK, c'est prêt à éclore. Que il y a un bébé qui peut sortir comme si j'avais passé 9 mois à être enceinte et que, OK, ça y est, maintenant ça peut on peut en faire quelque chose. Et sinon, je pense que c'est beaucoup, ma vie personnelle qui rythme, mes inspirations, enfin qui m'inspirent, on va dire. Les discussions que je peux avoir avec d'autres personnes aussi, parce que des fois, j'ai souvent tendance, non pas à avoir une idée arrêtée, mais, on va dire que j'ai calculé dans ma tête, et je me suis fait un débat interne en me disant quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre sur un sujet. Et en fait, je rencontre quelqu'un qui a des idées que moi, j'avais pas forcément prévues dans un débat. Et en fait, je me rends compte que toute la vision que je m'étais faite, bah, elle était pas bonne. Et en fait, j'essaye de déconstruire tout le jugement que je peux avoir sur les gens et sur les choses parce que j'ai je réfléchis, j'ai tendance à beaucoup surréfléchir les choses
Et en fait, en surréfléchissant les choses, je me fais des avis préconçus sur des choses dont en fait, bah, j'ai pas vraiment idée et je suis personne pour dire que j'ai la vérité, sur ça ou sur ça. Donc j'essaye, de m'inspirer, de mes rencontres, avec les gens et aussi, non pas de lecture parce que j'ai jamais, j'ose espérer un jour que ça arrivera, mais j'ai jamais vraiment aimé lire. Heu, Ça m'ennuie. Je suis pas J'arrive pas à rester plus de 3 minutes, j'ai trop envie d'aller à gauche, à droite. Ça fait des années que je me suis pas vraiment mis devant un livre. Enfin, des années, non, si des fois, il y a un livre par an peut-être. Le dernier, de mémoire, c'était «Lettre à une inconnue» de Stefan Zweig. Mais depuis, pas grand-chose. Si, il y a eu Dostoïevski aussi, les carnets, du sous-sol. Heu, mais globalement, c'est pas du tout ça qui me rythme. Par contre, ce qui me rythme depuis, j'allais dire un peu plus d'un an, c'est les films. Parce que j'ai vraiment redécouvert, et j'essaye de refaire ma culture cinématographique et les films m'inspirent beaucoup. Avant, j'aimais beaucoup les longs dialogues et plus je regarde des films, plus je perçois aussi de la poésie dans ce qui est pas dit et dans une succession d'images et donc j'aime beaucoup le cinéma et ça m'inspire beaucoup, aussi. Est-ce que tu te verrais écrire des scénarios de films, des dialogues, justement, contribuer aussi à cette autre manière d'écrire? C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, d'écrire de la fiction. Mais en fait, actuellement, je suis même incapable d'écrire une vidéo. Comme je te dis, de me mettre devant une feuille blanche, je crois que ça me terrifie parce que je pense que je suis arrivé à maturation de certains projets dans ma tête et en fait, je pense que c'est un peu lié à une forme de peur de l'échec. Parce que si je me mettais devant cette feuille blanche et que je me rendais compte que ça sortait pas directement ou que ça sortait pas comme j'ai envie que ça sorte, et ben, ça me ferait de la peine, ça me ferait peur hem, ou bien il y a des projets où je me dis: «Ah ouais, putain, si je fais pas un bon premier film, ça voudrait dire derrière que je serais peut-être jamais capable de faire quelque chose de bien» et donc je pense que puisque je suis un petit peu perfectionniste, ça me fait peur de me mettre, complètement à l'écriture de quelque chose. J'ai envie de faire des mini-séries dans un premier temps, ensuite, d'écrire, un petit peu plus de longs métrages. J'ai un nombre de projets qui ont été commencés et qui n'ont jamais été finalisés. J'ai souvent tendance, à abandonner ou à commencer quelque chose et à pas le terminer en me disant: «C'est pas bien, ça a pas d'intérêt d'être poursuivi» et c'est une mauvaise tendance que j'ai donc ouais, j'ai beaucoup envie d'écrire des scénarios, mais actuellement je j'arrive pas. Ça viendra, quand ça devrait venir, On espère. on espère. On va changer de sujet assez radicalement, Oh! si tu le veux bien. Je me demandais, comment tu te sentais dans ton corps? Mmh. C'est marrant que tu poses cette question, on va dire dans la période où mon rapport au corps, est je pense le plus particulier. Parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, donc on va dire que j'ai jamais eu de problème de poids. Je me suis toujours, bien senti, j'étais actif et donc c'était pas une question qui se posait. En plus, j'ai souvent mangé n'importe quoi et on va dire que mon rapport à la nourriture, ça a toujours été, beaucoup dans l'excès. Mais puisque je faisais du sport, non pas à l'excès, mais je faisais beaucoup de sport, donc je brûlais beaucoup de calories, ça me permettait de manger n'importe quoi aussi. Et donc là, j'ai été, on va dire depuis 1 an et demi, j'ai arrêté la natation en compétition et donc ça a complètement, bah, bouleversé les choses parce que, bah, j'enlève un pan de ma vie qui déjà me prenait beaucoup d'heures et qui me mettait un vrai cadre. Parce que mine de rien, s'entraîner tous les soirs, bah, c'est un cadre. OK, à 19h, je dois être à l'entraînement, à la piscine. Non, demain, je ne peux pas sortir parce que je dois m'entraîner.
Donc, il y a tout ce cadre-là qui s'effondre et en plus de ça, qui s'est effondré au même moment où j'arrête les études. Donc, il y a les 2 seules choses qui me servaient de cadre et qui me permettaient de me raccrocher à quelque chose qui se supprimait en même temps. Donc, j'ai complètement été perdu. J'avais plus envie de faire de natation en compétition et donc j'ai complètement arrêté le sport, en général depuis, environ 1 an et demi. Ce qui fait que j'ai pris, un peu de poids. J'avais un peu plus de mal à me regarder dans la glace, sans non plus que ça soit excessif. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire: «Oh, je déteste mon corps», mais je me dis: «OK, actuellement, il est plus comme il était». Mais en même temps, j'ai toujours cette confiance de me dire, «Je me suis entraîné pendant des années, quand je voudrais me réentraîner, ça ira». Donc on va dire qu'actuellement, je j'aime pas spécialement mon corps, mais je le déteste pas non plus spécialement. La seule alerte que j'ai eue récente, c'était quand je faisais 99 kilos. Je me suis dit: «Ouh, la barre quand même descend psychologiquement, elle est difficile» et donc c'est pour ça que j'ai essayé, mais c'est pour ça que je dis que c'est très récent, donc je suis encore en train de dire que j'ai arrêté le sport, mais je tente là de reprendre. Je me suis inscrit, à l'Aerox de la Défense en décembre. Comme ça me motive, à reprendre la course à pied, qui est un sport différent de la natation, heu, mais qui garde cet aspect, endurance qui, moi, me plaît. Et en même temps, des trucs, un petit peu plus physiques, un petit peu plus, on rentre dedans avec du rameur, du skier qui sont, les exercices de l'Aerox. Donc là, ça fait un petit mois que je m'entraîne, même si parfois c'est difficile entre les déplacements de trouver des horaires d'entraînement. Ce qui fait que là, je ne me suis pas entraîné depuis 3 4 jours. Heu, mais j'essaye de faire au mieux. Mais globalement, je sais que je dois changer des choses. Je me suis toujours, senti «fort et musclé», entre guillemets, phrase d'énorme connard, mais beau, intelligent, hem et donc heu et donc là, ouais, depuis pas longtemps, j'ai sonné un peu la sonnette d'alarme parce que je me sentais plus complètement bien. Et ça m'a vraiment fait un choc, le truc des 100 kilos. Mmh. Je me suis dit: «Non, je peux pas laisser passer ça». Après, je fais 1,90 m, donc ça va, il y a le truc de taille, ça se voyait pas non plus forcément. Mais je m'étais dit: «OK, je suis plus comme j'étais» et en fait, bah, il y a pas de mal en vrai, il y a des gens peut-être qui se sentent très bien, mais moi je me sentais plus bien là-dedans et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'essaye de mettre des choses en place, actuellement. OK, très bien. Alors tu m'as mentionné de la compétition, notamment au niveau de la natation. Mmh. On a compétition en natation, compétition avec les échecs, compétition, on t'a vu jouer la Zilane récemment. Enfin, j'ai Ouais, l'impression que la compétition, c'est quelque chose, bah, dans Clash Royale également par ailleurs. ouais. La compétition a l'air d'être, un des éléments, récurrents de tes divers centres d'intérêt. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est indispensable? Ouais, j'aime trop j'aime trop gagner. Je sais pas, non, je pense que je déteste vraiment plus perdre. Ça peut vraiment me rendre fou. En fait, j'aime bien cette confrontation avec les autres, mmh, mais je pense que ça vient aussi, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du besoin de se sentir exister par le prisme de la vidéo, de se sentir aimé. Bah, il y a peut-être aussi ça dans la compétition, se sentir vu aussi. Parce que ce que j'aimais, je pense, plus que la compétition, c'est ce qui va avec, c'est le fait d'être applaudi, c'est le fait d'être mis, parfois sur un piédestal. Parce que l'exemple qui me vient et qui me fait faire cette distinction, c'est, un jour, j'ai gagné une compétition quand j'étais petit. C'était une compétition, scolaire et j'arrive premier et à l'issue de cette compétition, il y a une remise des prix et je me rappelle qu'ils appellent, sur le podium les écoles et ensuite à haute voix, ils donnent, les vainqueurs individuels. J'étais le vainqueur individuel, donc ils m'appellent à haute voix. Je sais même plus si je vais sur le podium ou pas, si je suis appelé sur le podium et je reçois une médaille. C'est la même médaille que tout le monde. Il y a pas de signe distinctif. Mmh. Il y a personne qui m'applaudit particulièrement. On applaudit que le collectif du coup de ceux qui ont gagné par équipe et je me rappelle que ce soir-là, j'ai pleuré.
Et c'est-à-dire que ce qui normalement, si j'étais vraiment simplement un compétiteur, aurait dû, me satisfaire, bah, ça m'a pas satisfait. Donc c'est ce qui me fait me dire que l'envie de gagner, forcément elle est très grande chez moi, mais je pense qu'il y a aussi le besoin d'être reconnu comme vainqueur. Que les gens sachent que j'ai gagné et aussi plus que ça, je pense que, tu vois, je te parlais de mon refus des fois à l'autorité. Je pense que aussi je détestais voir quelqu'un de meilleur que moi et donc plus que l'envie peut-être, d'une domination, de vouloir absolument être premier. En fait, moi je sais que si je suis le meilleur dans quelque chose, je vais pas particulièrement flex dessus. Mais de voir quelqu'un qui me flex dessus et qui me dit: «Ah, je suis meilleur» ou «Je suis plus fort que toi», alors que c'est factuellement vrai, bah, ça m'énerve et ça me donne envie de m'entraîner. Je pense que le sentiment de me sentir inférieur, bah, c'est quelque chose qui a pu avoir tendance à m'agacer et qui a créé en moi cette envie de compétition, qui parfois est malsaine d'ailleurs et je m'en suis rendu compte. Parce que des fois, je regardais les gens typiquement qui vont faire un 10 kilomètres et tu sais, j'avais une forme de jugement. Mmh. Je me disais: «Ah putain, leur objectif, c'est juste de faire 10 kilomètres. Leur objectif, c'est pas de faire 10 kilomètres en moins de 35 minutes, par exemple». Et je m'étais dit qu'il y avait quelque chose de pas normal, en ayant ce jugement. C'est-à-dire que chacun, et puis il y a des gens qui font ça pour le plaisir, il y a des gens qui font pas forcément ça pour gagner, il y a des gens qui font ça pour surpasser et donc on va dire que le travail que j'essaye de faire, depuis, j'allais dire 1 ou 2 ans, c'est ouais, de vraiment déconstruire ce jugement, de déconstruire aussi parfois ce surbesoin de compétition et me dire que, OK, c'est super, c'est quelque chose qui me galvanise, la compétition, mais qu'il n'y a pas que ça et qu'on peut aussi faire des choses par plaisir. Parce que quand on veut faire absolument des choses pour la compétition, bah, en fait, au bout d'un moment, il y a même plus de joie. En fait, j'étais en train de réfléchir à quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris du plaisir à gagner et en fait, il y en a pas vraiment. C'est-à-dire que quand je gagne, je me dis: «OK, c'est comme ça que ça devait être» et je pense déjà à la prochaine étape et je me satisfais jamais vraiment du moment présent, ou de la réussite, que ce soit aussi même dans le milieu professionnel et je me dis: «OK, ce serait bien de mettre ça au second plan et d'être capable juste d'apprécier ce qu'on réussit plutôt que d'être dans l'expectative de ce qu'il y aura après ou d'être dans le regret de ce qui vient de se passer». C'est une vision qui est très intéressante. Est-ce que tu penses que c'est une manière de penser la compétition qui t'a été inculquée ou c'est quelque chose qui juste s'est développé, pour des raisons, je sais pas, autres? Alors c'est toujours difficile de savoir si c'est quelque chose qui est inculqué ou si c'est quelque chose d'inné. Enfin d'inné, qui fait partie de ma personnalité. Parce que je pense qu'il y a un déterminisme, tu as une forme de déterminisme, qui existe forcément. Parce que, bah, forcément, moi, j'avais mon père qui était très compétitif, donc peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie d'être comme lui. Ou peut-être aussi que c'était quelque chose qui était en moi et que ça l'a décuplé. Donc je pourrais pas te dire si j'ai pas l'impression qu'il me l'a inculqué. Je pense que je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très compétitif et j'ai tout de suite détesté perdre. Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Cette détestation, en fait, je déteste me sentir humilié, mais ça, on pourra peut-être le voir avec d'autres sujets, mais on on va dire que bah, tu sais quoi? Je vais le lier directement. En fait, puisque je suis né avec une maladie, je lie pas mal ça à ça parce que, on va dire que au début, je voyais beaucoup le regard des gens qui étaient, heu, qui étaient pointés sur moi parce que j'étais différent, que ça soit les enfants, que ça soit les adultes, les professeurs, les pères de famille et donc je me sentais différent et j'avais besoin de me voir exister parce qu'en fait, je me voyais dans leur regard comme quelqu'un d'inférieur. Je les voyais,
me juger, parfois avoir une forme de pitié. Et donc je pense qu'en confrontation à ça, j'avais besoin de me sentir exister comme quelqu'un qu'on applaudit, comme quelqu'un qu'on regarde, comme quelqu'un qu'on respecte, comme quelqu'un de fort, plutôt que quelqu'un de faible qu'on va avoir tendance à juger ou à qui on va pouvoir tout expliquer. Et donc, je pense que la compétition, c'était mon moyen de me sentir fort et de dire, écoutez, malgré tout ça, j'existe par mon talent et j'ai envie qu'on me retienne par mon talent. Parce qu'aussi, quand j'étais petit, on va dire que physiquement, ça se voyait beaucoup plus. Et du coup, je me disais, ok, il faut que tu trouves d'autres manières de laisser une trace. Et donc, je lis beaucoup de choses avec ce besoin d'exister, ce besoin de gloire, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé, avec peut-être, on va dire, les diverses opérations de quand j'étais petit, qui très certainement m'ont poussé euh, à vouloir vivre déjà dans un premier temps et à vouloir avoir dans le regard des autres une autre forme de jugement. J'avais envie de voir de l'admiration et plus de la pitié. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé aussi à aimer la compétition. Donc, c'est devenu un peu comment on pourrait dire ça, une forme de revanche. Ouais, mais inconsciente. Mhm. Inconsciente cette vengeance. Et pour lier un peu à tout ça, vas-y, je t'en prie. De quoi? T'allais continuer? Non, non, Non. j'allais dire, je sais pas si c'est une vengeance ou si c'était vrai. Je le vois vraiment comme un besoin. Ok. Ça, j'arrivais pas, et c'est pour ça que j'essaie de m'en défaire, mais j'arrive pas à vivre sans ce truc de compétition. J'arrive pas à vivre sans des objectifs. Ça me paraît nécessaire. Et le regard des gens, c'est encore quelque chose qui. On a beau dire qu'on s'en fiche, le regard des autres. Enfin, il y a toujours de la sociabilité, on est dans des liens, on est toujours avec des gens. Seul on ne serait pas capable de vivre. Donc je pense que ce regard des gens, maintenant, même dans le métier que j'exerce à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose de très présent, tu vois. Donc il y a de la compétition aussi là-dedans, non pas avec les autres, mais avec moi-même. Tu vois, il y a une compétition via les statistiques, via les chiffres, via le besoin de mieux faire, de toujours aller plus gros dans les projets, de faire des meilleures statistiques. Et à un moment donné, je regarde tout ça et je me dis, OK, ce schéma de compétition, tu l'as aussi là-dedans. Et en fait, il est autodestructeur parce que bah, ce que j'aime avant tout, c'est la création et c'est trouver du sens dans ce que je fais. Et à la base, si je faisais des vidéos, c'était pour que des gens rigolent et c'était aussi pour avoir un sens. Et donc, j'essaye aussi de me détacher de ce truc de statistiques. Parce qu'il y a une forme de compétition aussi dans les statistiques. Tu vois? Je Bien pense qu'il sûr. y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Bien sûr, et plus que jamais, je pense que les algorithmes, en plus, entretiennent cette relation, on va dire, entre le créateur et sa plateforme, Mmh. qui parfois peut être assez dévorante. Je pense que je ne t'apprends rien, Ouais. mais ça peut effectivement être une forme de spirale un peu négative dans laquelle il ne faut pas non plus aller s'enfermer et rester quand même, on va dire, maître de ce qu'on veut produire. Et pour rebondir sur ce que tu viens de me dire, est-ce que tu penses qu'en tant qu'individu, on est défini par le regard des autres dans la société d'aujourd'hui, ou la société tout court d'ailleurs? Je sais je pense pas qu'on soit défini par le regard des autres, mais je pense qu'il y a toujours une part qu'elle soit consciente ou inconsciente, dans nos prises de décision, de que ce soit une opinion publique ou bien que ce soit un proche,
de ce que cette personne va en penser, ou bien de ce que cet acte va dire de moi. Donc je pense que c'est le regard des autres, il dicte beaucoup plus ce qu'on va faire que ce que l'on pourrait penser. Si on regarde par le prisme du regard des autres certaines de nos actions, des fois je trouve que ça fait sens. Ah putain, je sais pas. Tu vois, typiquement la dernière fois je pensais, tu vois, à l'époque j'avais pas de problème quand je nageais, quand on parlait de ce rapport au corps, à être torse nu, etc. Parce que bah, j'allais à la piscine, c'était normal d'être torse nu et puis j'avais pas de problème avec mon corps. Et tu vois, cette habitude que j'avais, la dernière fois, j'étais à la salle avec des potes tous hyper musclés qui ont enlevé leur t-shirt. Et tu vois, et tu vois, j'ai pas enlevé mon t-shirt. Et donc, je pense qu'il y a ce truc de. C'est vraiment le pire exemple que je suis en train de t'envoyer. Je suis en train de me dire, mais putain, il y avait une réflexion intéressante. Je l'ai bousillé par le pire exemple de l'univers. Mais bref, t'as capté l'idée. C'est très bien, c'est très bien. Ah, je comprends. Ah, putain. Oh là là. Et me prenez pas. Ah, des fois, les exemples, ils sont aberrants. Je pense que Aïe, aïe, aïe. l'idée est assez claire, donc tout va bien, Ouais. t'inquiète pas. On t'a vu donc toucher à tout, on peut le dire comme ça. En tout cas, on a l'impression que tu es intéressé par beaucoup de domaines différents et que Mhm. tu cherches toujours à y atteindre un certain niveau. Est-ce qu'au contraire, il y a des domaines qui vraiment ne t'intéressent pas du tout, dans lesquels tu n'as jamais cherché à te plonger, presque même que tu peut-être ne comprendrais pas? Bah, en fait, je pense qu'il y en a plein. En fait, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais c'est que je ferai pas l'effort de m'y intéresser dans un 1er temps. Heu, Si, en vrai, il y a des sujets, non, mais en fait, je fais le monteur. J'avoue que, je sais pas moi, les oiseaux, les gens qui sont fascinés par, ouais, ça, c'est tel type d'oiseau, ou bien qui vont me raconter, la différence entre, le poisson-chat et le poisson-chien. Je t'avoue que je les regarde et je suis un peu en mode: «J'en ai absolument rien à foutre». Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, il faut que j'y trouve un intérêt ou une logique ou quelque chose de culturel, où il y a une forme de poésie ou de philosophie derrière. C'est vrai que des fois, il y a des choses à apprendre qui vont pas forcément attiser ma curiosité. Qu'est-ce qui je suis en train de penser. Mais en fait, tu sais que moi, c'est horrible, mais des fois, c'est dans des conversations. C'est-à-dire que quand les gens me racontent leur métier, des fois, il y a des métiers où, tu vois, la journée d'un comptable, ça me passionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux La comprendre. la journée, c'est-à-dire que c'est pas des choses, en fait, c'est même pas que c'est pas, une insulte envers, le métro boulot de dodo de quelqu'un, mais c'est que, tu vois, j'ai envie de plus de rentrer dans le détail. En fait, c'est les sujets des fois qui sont pas en profondeur ou qui sont en surface. En fait, ça va même avec, tu vois, quand j'étais étudiant en droit, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui se définissaient par leurs études. «Bonjour, je suis étudiant en droit», et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début quand tu m'as demandé de me présenter. J'ai dit: «Bonjour, je suis Théo, j'ai 23 ans maintenant». J'ai peut-être dit 22 d'ailleurs au début, au tout début. Je me suis trompé parce que ça fait pas si longtemps que j'ai 23 ans. C'était le 11 mars 2003. Je suis poisson. On s'en fout absolument des signes astrologiques. Tiens, l'astrologie, je m'en fous. Dans les trucs dont j'en ai absolument rien à foutre. Mais je te disais, du coup, j'ai oublié, putain. Je disais quoi? La journée métro boulot dodo, Oui, oui, si, voilà. Non, les gens qui se définissent, voilà. Non, non, je disais les gens qui se définissent euh, par leur statut social ou par leurs études. On va dire que généralement, ce genre de discussion, ça fait partie des choses qui m'intéressent absolument pas. Tu vois, j'étais en stage. Et des fois, je me regarde, je suis en mode, je suis une horrible personne. Mais j'avoue que des fois, je passe un petit peu à côté et j'écoute par respect, tu vois. Mais je m'en ouais, carre un peu le cul. d'accord. Bon, je pense que ça fait le lien avec ce que tu disais plus tôt, tous les small talk finalement, bon, Ouais. on finit par s'en lasser. Et surtout, je sais pas toi, mais maintenant que je fais des vidéos, le small talk, il s'est agrandi à un point, c'est-à-dire que les gens te disent à peu près globalement toujours la même chose et tu réponds à peu près toujours avec des gimmicks que tu as, et cetera. Et puis même, tu as des blagues que tu as l'habitude de refaire quand on va te dire X ou Y chose. Et donc je pense que c'est encore plus présent, en fait. Et
et ça m'intéresse de moins en moins, non pas peut-être parce que je suis pas intéressé par ce que les gens disent, mais parce que, on va dire, mes interactions sociales, puisqu'il y en a beaucoup plus du small talk qu'il y en avait avant, ça a beaucoup plus tendance à m'agacer ou à me sortir, de la chose. Très bien. J'ai une question que j'ai oublié de te poser plus tôt. Oh, Lorsqu'on parlait de poésie et d'écriture, OK. j'aimerais te demander, selon toi, quel serait le plus joli mot de la langue française? Wouah! Tu peux prendre le temps de la réflexion. Plus joli mot. Je sais que sans contexte, la question peut être un peu difficile En fait, à déjà, appréhender. c'est quoi un joli mot? Est-ce que c'est un mot qui sonne bien? Est-ce que c'est un mot où on se dit: «Ah putain, il est stylé»? Est-ce que c'est un mot qui a du sens? Parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont du sens, mais est-ce qu'ils sont beaux pour autant? Parce que pour moi, beau, il y a aussi un truc de musicalité. Parce que j'écris beaucoup de poésie, j'aime bien la musicalité. Puis est-ce que le plus joli mot, c'est un mot qui fait du sens pour moi, à titre perso? Heu, bah, vas-y, tu vois, je vais dire les premières choses qui me viennent à l'esprit. Moi, le 1er poème qui me vient, c'est «L'Albatros» Mhm. de Baudelaire. Parce que c'est un poème dans lequel je me suis toujours, je pense, pas mal retrouvé. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu ce truc de l'albatros qui était, un oiseau un peu boiteux qui arrive pas à trouver sa place sur terre et qui, en fait, est le plus infirme parce que justement il est dans un endroit terrestre et dès lors qu'il va dans les cieux, en fait, il retrouve sa place. Et j'ai toujours trouvé ce poème, magnifique et je l'ai souvent cité. Donc je dirais pas que l'albatros, c'est le plus joli mot de la langue française, mais par son histoire et parce que c'est un texte de Baudelaire et parce que c'est un texte qui a vraiment du sens pour moi, je dirais que le mot albatros, c'est non pas le plus joli, mais mon mot préféré. Après, sinon, j'aime bien le mot hippocampelo photocamélios. C'est quoi ça? C'est c'est un animal en fait, je l'avais appris quand j'avais appris la tirade du nez. J'ai pas plus d'infos dessus. Je sais juste que le mot existe et qu'il m'avait cassé les couilles quand j'avais 7 ans à apprendre. D'accord, Hippocampelophantocamélios. très bien. Peut-être même que je le dis mal. Écoute, je vais rester sur Albatros, si tu veux bien. Non, non, tu aimes pas trop, bah, répète l'autre mot. Hippo... Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ouais, celle-là aussi, elle mérite un temps de réflexion. Ouais, parce que tu sais, des fois, j'ai tendance à répondre vite parce que j'ai déjà une idée. Bien sûr, Déjà, du coup, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Ça sous-entend de quoi est-ce que j'ai peur? Et ensuite, dans ce que j'ai peur, est-ce que, cette peur, elle est au point de me réfréner dans des choses? donc ça peut bien sûr être quelque chose de très comment dire, concret et rationnel. Par exemple, bah, je sauterai à l'élastique, mais j'ai peur du vide. Mmh. Ou tu vois, ça peut être ça, ou ça peut être bien sûr beaucoup plus conceptuel. Ça peut être, bah, je dirais à mes parents que je les aime, ou alors ça pourrait être professionnel. Je ferai des vidéos de, je sais pas moi, d'outfit ou de make-up, ou je sais pas quelle passion secrète tu pourrais avoir. Tu vois, ça peut être quand même dans des champs assez larges. Je pense que si j'avais pas peur, déjà, je ferais beaucoup plus confiance Hmm. aux gens. Parce que je pense que l'une de mes plus grandes peurs, c'est le rapport aux autres et je donne très peu ma confiance. Même je la donne pas, je parle très peu de moi en général en profondeur. Donc, si je pouvais m'enlever cette peur-là et si je pouvais, tu vois, rentrer un peu plus, à une époque, j'arrivais à rentrer dans des discussions, tu sais, j'ai l'impression des fois qu'il y a un petit peu un truc tacite de je t'en raconte un peu sur moi et l'autre en raconte un peu sur lui aussi. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai souvent
depuis ces dernières années, pas accès à complètement ce qu'est l'autre, parce que moi, j'arrive pas complètement à m'ouvrir à l'autre. Heu et donc je pense que j'aimerais supprimer cette peur-là. Heu, Moi, avoir du en fait, j'ai pas de mal à dire les choses. Je pense que je saurais mettre des mots sur, sur des complexes ou sur ce que quelqu'un pourrait me raconter. Mais c'est juste que j'ai un blocage en général. Je sais pas à quoi est-ce qu'il est dû, donc je pense que ce serait ça, si je pouvais, supprimer une peur, si j'avais plus peur. Je pense que je dirais aussi aux gens, qui m'entourent que, comme tu l'as dit, que je les aime et aussi, je complimenterais un peu plus. J'accepterais peut-être mieux les compliments. C'est-à-dire que je suis toujours un peu, non pas que je les accepte pas, mais on me dit quelque chose, je dis merci et je passe Mmh. très vite à autre chose. Je prends pas le temps. Peut-être parce que je me sens pas légitime des fois à recevoir, des compliments ou bien une ça me fait bizarre d'avoir une dose d'un coup d'amour et aussi si j'avais moins peur, je pense que je me laisserais aussi plus aller. Parce que je pense que l'un de mes gros problèmes, c'est d'avoir beaucoup de contrôle sur tout ce que je fais, sur tout ce que je dis et sur comment je suis, avec les gens en général. Donc, j'aimerais bien avoir moins peur et être capable de me laisser vivre, et de laisser les choses, telles qu'elles pourraient être, de laisser le hasard décider parfois. Donc je pense que c'est ça les 2 choses et avec, bien sûr, le saut en parachute pour être un petit peu plus terre à terre aussi. Très bien. Donc un peu plus de lâcher prise. Ouais, je suis incapable de j'ai toujours quelque chose un petit peu en tête. Je suis rarement totalement dans l'instant. Mmh. C'est quoi ta plus grande fierté? Tu vois, c'est horrible parce que comme je t'ai dit, il y a rien qui me vient à l'esprit parce que je suis jamais vraiment fier de moi. Juste, une fois que c'est fait, je me dis: «C'est fait, c'est réussi. OK, cool. C'est comme ça que ça devait être et maintenant on essaye d'avoir un prochain objectif». Donc j'ai aucune, je pense que j'ai sincèrement aucune fierté particulière en quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce que du coup comme tu le disais plus tôt, tu as toujours, en tête le prochain objectif Mmh. et du coup tu as l'impression que la course n'est pas terminée? Ou est-ce que c'est parce que tu as le sentiment que tes accomplissements ne sont pas suffisants pour mériter, d'en être fier? Je pense qu'il y a un truc de c'est pas suffisant, peut-être aussi cette chose de me dire: «Je vais pas me reposer sur mes acquis et sur mes lauriers et si je me contente de ça et que je suis fier de ça, ça va me mettre dans une forme de stagnation et j'aurais pas envie d'aller plus haut, j'aurais pas envie d'aller plus loin». Mmh. Je pense qu'il y a un petit peu de ça qui me paralyse, mais c'est quelque chose, sans fin parce qu'à vouloir toujours aller plus loin, on a des objectifs qui vont plus loin et en fait on n'est jamais satisfait, de ce qu'on a. Donc je sais que c'est quelque chose, qui est pas bien et je pense que c'en est une des causes, cette envie toujours, d'être d'être jamais rassasié, d'être insatisfait. Ça va avec, ça va avec tout, hein, même dans les relations avec les gens. J'ai toujours un truc de je suis jamais pleinement satisfait ou pleinement heureux, à part, dans certains moments, et je saurais pas savoir pourquoi. D'ailleurs, s'il y avait une recette, au bonheur, je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait des formations, pour en avoir, mais
Mais ouais, je pense que c'est un peu lié à ça, dans le fond. Ah, c'est quelque chose que tu as bien conscientisé, en tout cas. Donc, je pense que le travail est déjà un peu accompli. Il va falloir trouver maintenant comment te sentir satisfait. Ce serait quand même un sentiment que tu mérites, de De quoi? pouvoir te sentir satisfait de tes accomplissements, de pouvoir te dire que ça y est, ce que tu fais, c'est bien, quoi. Ouais. Mais c'est jamais assez. Ouais, je comprends. Je comprends. J'ai une autre question qui peut être aussi assez philosophique. C'est quoi un monstre? Un monstre. Je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait peur aux gens au premier abord. Je dis au premier abord parce que je pense que chez n'importe qui, même chez le plus grand des monstres, je dis pas qu'il y a quelque chose à justifier ou à accepter, mais il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme monstre. En tout cas, dans le terme monstre, il y a un petit peu, je trouve, quelque chose de déshumanisant. Et donc, si on dit de quelqu'un que c'est un monstre, ça voudrait dire que c'est plus un humain et que c'est pas non plus un animal. C'est juste une chose à part entière qui a pas vraiment sa place. C'est quand même une catégorie à part, le monstre. Je le vois plus comme quelque chose de singulier que pluriel. C'est-à-dire que ça te range dans une case. Et je pense qu'on est. Je veux dire, on pourrait tous être les monstres de quelqu'un. Je pense que c'est juste un point de vue et c'est une étiquette. Enfin, c'est les premières choses que ça m'évoque en tout cas. Un peu- Mhm. Je vois pas ça comme quelque chose d'horrible, un monstre. On peut se voir comme un monstre. Pour toi, il y a une notion de jugement, en fait, de l'œil extérieur qui Mm. catégorise vraiment alors, l'entité, on va dire, dans quelque chose vraiment de très singulier. Ouais, je pense que c'est vraiment un regard extérieur pour moi qui définit que l'autre est un monstre ou pas. Je... Oui, je sais pas, j'ai le monstre et compagnie qui me vient à l'esprit là. J'ai Frankenstein aussi, bien sûr. Euh, non, j'ai pas particulièrement de réponse à ça. C'est intéressant, mais là, tu vois, Écoute, j'ai pas de piste particulière. on se laissera le temps d'y revenir si on souhaite y revenir. C'est la chaleur. Attends, je bois un coup Bien comme sûr, ça. bois un peu d'eau, il fait Comme particulièrement ça se chaud. On a la chance quand même d'avoir un studio qui reste plutôt Ok, bien c'est au bon. frais. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant enfin, en voyant cette petite table sur laquelle tu viens de poser ton verre, j'y constate des objets. Je t'ai demandé de m'apporter un objet cher à ton cœur. Tu en as apporté 3. Mhm. Est-ce que tu peux t'en saisir, s'il te plaît? Alors ça, déjà, dans un premier temps, que je me suis dit, je pense qu'il va faire une transition magnifique avec la table. Et du coup, Ah je suis ouais? très content que tu aies fait cette magnifique transition. J'ai saisi la perche, écoute, merci beaucoup. Et je peux me lever ou c'est Ouais, ouais, relou? bien sûr, vas-y, Ouais. montre-moi tout ça. J'en ai pris 3 parce que je m'étais dit, tu vois, vas-y, je vais voir selon le truc. En vrai, je savais pas trop quoi prendre. Mhm. Du coup, je pense que j'ai pris 3 trucs de 3 périodes différentes. Parce que, en fait, je suis très peu, je pense, lié à des objets. J'ai pas souvent d'attache Mhm. à des objets. Et je me suis dit, bah tiens, première chose que je t'ai ramené, c'est, bah, en fait, puisque je jette tout de quand je suis petit et que globalement tout est chez mes parents, D'accord. bah, je me suis dit, tiens, dans mon enfance, le seul truc que j'ai gardé globalement, c'est ce classeur Pokémon Ouais. avec des cartes Yu-Gi-Oh à l'intérieur. Et donc en fait, ça a toujours été. Je peux peut-être le montrer à la caméra qui est juste à ta Ah oui, gauche. ici plutôt. Ici, je pense qu'on les verra peut-être mieux. Ouais. Mais globalement, en fait, c'est toujours été une collection que j'avais quand j'étais tout petit.
J'en ai perdu beaucoup. Entre-temps, j'ai quand même réussi à en garder quelques-uns et je me suis dit: «Tiens, ça fait partie de mon enfance» et c'est un petit peu une petite Madeleine de Proust que j'avais envie de t'amener ici. C'est Si très tu veux drôle. voir, Ouais, bah écoute, je sais pas si parfait. tu as été Yu-Gi-Oh! Un peu, mais Alors, finalement, assez peu. Je sais pas trop si j'ai une caméra où je peux montrer ça. Alors, est-ce que c'est une collection particulière? Qu'est-ce que non, en fait, à un moment donné, j'ai capté au bout de quand j'avais 7 ans, qu'il y avait des cartes plus ou moins rares selon comment elles brillaient et donc ouais, juste garder celles qui brillaient toutes celles qui brillent? et j'étais en mode, «Vas-y, bonne chance, peut-être qu'elles sont rares», tu vois? OK. Normalement, c'est celles à la fin les plus rares et au début, j'avais acheté récemment une édition avec les dieux égyptiens parce Ah que j'ai oui, ça je toujours connais, rêvé de les avoir tout à fait. et du coup, j'étais content d'avoir les dieux égyptiens, mais c'est pas les premières éditions, on va dire. OK, et c'est un jeu auquel tu ne joues pas du tout aujourd'hui? Plus, mais Plus? je jouais beaucoup quand j'étais petit. Ouais. J'ai toujours été plus team Yu-Gi-Oh! Le truc de du duel, j'ai regardé beaucoup l'animé aussi, donc j'ai vraiment eu une grosse période, j'aurais pu te ramener aussi des cassettes Dragon Ball Z, mais je les avais pas chez moi. Et en parlant de cassettes, Oh oui, transition aussi. magnifique. L'un des premiers films que j'ai acheté, parce que, on va dire, ça fait pas longtemps que j'ai un lecteur DVD. Tu vois, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant d'être sur les plateformes et tout», mais j'aime bien ce truc de tu as une cassette, Mmh. tu la mets dans ton lecteur, tu regardes le film et c'est surtout, heu, je pense, le film qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma. C'est du coup Parasite de Bong Joon-ho, de 2019 qui a gagné, moult et moult, Oscars. Mmh. Et c'est un film qui m'a fasciné et qui m'a donné envie derrière d'aller plus loin dans la recherche et donc là, ça fait, je pense 1 an que j'aime vraiment beaucoup le cinéma et que je m'y intéresse, de plus en plus, que ça soit, bah, là, le cinéma, coréen, le cinéma aussi asiatique en général, le cinéma européen, je veux dire, je sais même pas s'il y a un il doit y avoir un cinéma, j'allais dire en Nouvelle-Zélande, Australie, c'est quoi, le continent putain? Océanie. C'est oui, voilà, l'Océanie. Bon, je suis pas encore, au cinéma d'Océanie, Mmh. de ce continent-là, mais je l'ai vu plusieurs fois. Je trouve que ça dépeint vraiment, tout un aspect, sociologique et en le regardant plusieurs fois, il y a plusieurs parallèles qui se font, au niveau des images, entre ce qui est en bas, ce qui est en haut, entre les couleurs aussi, le blanc, le noir, entre ces 2 familles qui sont complètement différentes, entre ces 2 pères. Je vais pas spoil le film, Mmh. mais il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dedans et puisque c'est l'une des premières cassettes que j'ai achetées avec, j'ai acheté 5 cassettes en même temps. Les 5 premières, c'était La Dolce Vita, de Fellini, Manchester by the Sea, heu, Parasite, Mort à Venise et Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi, qui d'ailleurs, a pas gagné la Palme d'or à Cannes, mais Virginie Efira a gagné le truc de meilleure actrice dans son film. Mais du coup, Parasite et le Rubik's Cube. Alors pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est un peu ma dernière petite obsession. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une obsession sur un truc à la con. Et là, c'est revenu parce qu'en fait, bah, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai participé à la ZLAN et du coup, il y avait il y avait du cube et Oui. je je me suis dit: «En fait, je savais que les gens, puisque je joue aux échecs, ils allaient me faire chier en mode: "Tu dois être fort au cube"». Donc Ah, tu trouves que c'est lié dans dans l'imaginaire l'imaginaire? collectif, j'ai OK, l'impression. d'accord, OK. Et je me suis dit: «OK, s'il y a un truc sur lequel je dois être chaud, c'est le Rubik's Cube». Et encore, tu vois, je dis: «Je dois être chaud», comme Mmh. si, c'était pas de ma volonté, c'était de la volonté des autres. Intéressant. J'en parlerai, j'en Très parlerai à ma psy. très intéressant. Hem Et non, du coup, je trouvais ça hyper méga intéressant. Je fais que de regarder des vidéos. Là, j'apprends, j'étais un petit peu avec une méthode semi-débutante. Là, j'essaie d'apprendre les F2L, qui est en gros une manière de faire, les arêtes et en même temps de faire le coin. Après, je passerai aux OLL, qui est une manière cette fois-ci de faire, cette face-là, plus rapidement, il me semble. Je sais pas, il y a un truc vraiment de en main déjà, tu vois? C'est un peu c'est plaisant. Mmh. C'est plaisant, il y a un truc obsessionnel de à chaque fois tu peux améliorer ton temps, tu peux regarder les temps que tu fais, tu as envie de t'améliorer et de voir des temps qui augmentent, bah, il y a un truc un petit peu d'adrénaline Mmh. qui est vraiment trop cool donc franchement,
Donc, Rubik's Cube, c'est ma petite passion du moment, on va dire. Et tu te verrais faire de la compétition de cube? Non, parce que je pense que je suis gapé. D'accord. En fait, je sens que je suis skill gapé niveau des doigts. Ok. Tu vois, genre, déjà, les gens qui ont fait du piano ou quoi, ils sont. Voilà. J'ai une main gauche qui est catastrophique au niveau de. Bah, forcément, j'ai pas de grosses habitudes, mais par contre, ouais, je pense que je me verrais bien avoir des objectifs. Je m'étais dit, je pense que je m'arrête quand je fais moins de 20 secondes, je pense. Actuellement, je suis à 38. Ok. Je pense sub 20. Et après, en dessous des 15 ou des 10, c'est beaucoup déjà de skill au niveau des doigts, de maîtrise de où tu les mets, où tu les places, et aussi une grande compréhension dans l'espace. Et on va dire que moi, justement, aux échecs, un des trucs qui. Pas aux échecs, à un moment donné, j'avais vu un ergothérapeute, il m'avait dit que j'avais aucune vision dans l'espace globalement. Donc Ok. je sais que le Rubik's Cube, globalement, à un moment donné, ça va être difficile, tu vois. Hmm. Mais aussi, si je pouvais le faire à l'aveugle, ça me régalerait. J'aimerais bien le faire à l'aveugle pour me dire. Ok. Et bah écoute, on suivra ton entraînement Un avec, jour avec peut-être. beaucoup d'attention. Ouais, Maybe one day. je te laisse te réinstaller. Je Ouah. pense que ça devrait être pas mal. Donc ok, très bien. Donc des objets qui marquent différentes périodes de ta vie, différentes passions, on peut le dire, qui ont pris vie finalement au travers d'objets et qui retracent un petit peu. Si je devais donner 3 mots, je dirais Ouais, le premier, c'est la nostalgie. Ouais. Le second, c'est la passion. Et le troisième, c'est l'obsession, en gros. l'obsession. J'aime bien le mot obsession parce que souvent, quand je te dis je suis obsédé par des choses, c'est vraiment que j'en suis obsédé. Genre, il m'est arrivé de faire des 5 heures. Enfin, des fois, il y a des trucs, je fais 5 heures de Rubik's Cube, je mange pas, quoi. Ah Tu oui, vois ce que je veux ah dire? oui, d'accord. C'est ce genre d'obsession où j'oublie de manger, en gros. Ah oui, Ce qui n'est d'accord, pas ok. forcément bien, mais. D'accord. Ah oui, je pensais que c'était une manière de parler un petit peu, voilà, un peu exagérée. D'accord, donc t'es vraiment, t'es tombé dedans, Je quoi. suis juste le fou du bus, quoi, ouais. Non, mais c'est Ouais, ouais. c'est une manière de, bah, c'est une manière de consommer aussi, j'ai envie de dire, la discipline. Bon, est-elle ou non saine? Ça, j'en sais rien. C'est pas à moi de le penser ou de le dire, mais c'est une manière de le faire bah, qui ressemble beaucoup à une manière dont certains consomment les jeux vidéo. Mhm. Et je sais qu'il y a un jeu vidéo sur lequel tu as été particulièrement fort. Si tu veux bien qu'on parle de Clash Royale, Ouais. parce que je suis peut-être un tout petit peu trop vieux, malheureusement, pour avoir vraiment pris la phase, comme on dit. J'aimerais que tu me parles de Clash Royale. Comment tu t'es retrouvé à jouer à ce jeu? Comment tu t'es retrouvé à performer aussi bien dessus aussi? Mais en fait, c'est simple. Mes parents voulaient pas que j'ai de PC, ils voulaient pas que j'ai de PS4, ils voulaient pas que j'ai d'Xbox. Donc, je pouvais avoir ni console, ni PC. Donc, on va dire que l'aspect gaming était très peu présent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je regardais beaucoup de live Twitch, parce que ça me permettait de regarder des gens jouer à ma place. Parce que moi, je pouvais pas jouer. Donc, j'étais en mode, ah, trop bien, les packs opening FIFA, etc. Parce que je rêvais d'avoir FIFA quand j'étais plus jeune. Et du coup, avec ce que j'avais, à savoir, j'avais une tablette, j'avais la chance d'avoir une tablette. Bah, je jouais à Clash of Clans dans un premier temps, un petit peu comme tous les jeunes de mon âge, et je regardais beaucoup de vidéos en rapport avec Clash of Clans. Honnêtement, j'étais pas très bon au jeu. En plus, tu avais le truc où Clash of Clans, il fallait beaucoup jouer pour gagner, parce que bah, dès lors que tu étais déconnecté, ton village il se faisait attaquer. Enfin, je trouvais que l'intérêt était un peu limité, et c'était un jeu très pay to win. Et en fait, je dis peut-être simplement ça parce que j'étais pas bon et du coup ça m'énervait. Mais à un moment donné, du coup, j'ai entendu parler de la sortie de Clash Royale. Et c'est très drôle parce que tu vois, avant même que je sorte, j'ai tout de suite eu l'aspect compétitif, parce que je me rappelle, j'avais trop le seum de pas être fort sur Clash of Clans et de pas pouvoir le devenir aussi, parce que j'avais très certainement commencé trop tard. Et du coup, je me suis dit, ok, au moment où Clash Royale commence, je télécharge le jeu et je deviens fort. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si le jeu allait me plaire ou pas me plaire, j'avais pour objectif de devenir fort dessus. Et je me rappelle même qu'à l'époque, il sortait, je crois que ça devait être au Canada, en bêta. Et je voulais avoir des accès en avance. Et pour ça, il fallait avoir un VPN. Et je n'avais rien compris sur comment on avait un VPN. Du coup, comme tout le monde, j'ai attendu la sortie en France. Et donc, je m'y suis mis. Tout de suite, ça m'a plu.
Je trouve qu'il y a des liens avec même les échecs, je dis souvent, parce que tu as une gestion de ressources, un petit peu de la dynamique du jeu, où parfois tu dois te laisser prendre des dégâts pour prendre, on va dire, l'initiative. Et je dis aussi souvent que sur Clash Royale, les meilleurs joueurs, c'est les meilleurs défenseurs aussi. Et c'est pareil aux échecs. Tous les meilleurs joueurs du monde, c'est des mecs qui sont capables de te faire chier et de tenir une position qui paraît complètement perdante pendant des minutes, voire des heures. Euh, et donc, j'ai commencé au départ en jouant sur mon compte personnel tranquillement. Puis un jour, j'ai un ami qui m'a donné accès à son compte. Donc, je me suis connecté via Game Center. Et lui, il avait des cartes un peu plus hautes, mais très loin d'être niveau max. Parce que tu as des niveaux maximum, pour ceux qui ne connaissent pas Clash Royale, tu as des niveaux maximum de cartes. Et donc, je me suis mis à jouer sur ce compte-là. Et j'ai terminé 300e mondial. Et donc, ça a fait un petit peu parler en interne. Et ça m'a permis derrière d'avoir accès à un autre compte de quelqu'un, c'était un YouTuber à l'époque. Et j'ai joué donc sur le compte d'un YouTuber qui a fait une vidéo où il arrivait premier mondial. Et c'était donc moi qui jouais sur ce compte-là à l'époque. Bien sûr, je devais pas le dire ou quoi. Mais bon, moi, ça me faisait juste kiffer de me frotter aux meilleurs mondiaux. Et du coup, je suis premier mondial. Alors, juste en début de saison, ce qui n'est pas non plus un truc de ouf. Mais ça m'a permis derrière d'aller voir Nova eSports, qui était donc la première structure mondiale à l'époque. Et de leur dire, ouais, les gars, est-ce que je peux avoir un compte, s'il vous plaît? Et donc, je suis allé de compte en compte. Et donc, j'ai été plusieurs fois premier mondial, dont une fois où en fait, j'étais premier mondial à 2 jours de la fin de saison. Et si j'avais pas joué globalement pendant ces 2 jours, j'aurais terminé 20e. Mais puisque j'étais un gogol de 13 ans, non, de 14 ans, qui avait qu'une seule envie, c'était de jouer même quand il était premier mondial et j'aimais trop jouer. Et donc, en fait, j'étais premier mondial. Et en fait, quand tu es premier, bah, tu n'as pas d'intérêt à jouer parce que juste tu vas perdre 50 trophées, tu vas en gagner 10. Mhm. Mais je jouais quand même, ce qui fait que je prenais moins 50. Et après, je relançais une game, j'étais 20e mondial, je tombais sur le 300e mondial, je prenais moins 50. Enfin, c'était pas vraiment moins 50, c'était moins 45 ou moins 47, je crois, le max que tu pouvais perdre. Et du coup, puisque j'avais une capacité de tilt qui était énorme, et ben souvent, je tiltais en fin de saison et je terminais genre 140e mondial. Ce qui fait que j'ai une petite histoire avec Clash Royale. Et au niveau compétitif, j'ai toujours voulu faire de la compète, mais j'avais pas l'âge pour faire de la compète parce qu'il fallait avoir 16 ans pour faire des compètes en physique. Et du coup, j'ai été banni de Millennium à l'époque Quoi? et de l'EW. Je sais pas si j'étais ban de l'EWC, mais parce que j'ai joué sur. En gros, j'étais en mode bah, je vais jouer sur le compte de quelqu'un qui lui peut se qualifier. Si je le qualifie, après, bonne chance pour lui le jour J. Mais au moins, moi, ça me permettait de voir mon niveau par rapport à d'autres. Et tu vois, donc c'est qu'il y avait aussi ce truc de la compétition pour un besoin d'être vu, et en même temps aussi des fois la compétition pour moi me prouver à moi-même que, ok, je peux être le meilleur et je peux être le numéro un, et j'avais envie de voir si, oui ou non, je pouvais gagner. Et après, il y a eu les championnats du monde avec un défi de 20 victoires où je m'étais qualifié. J'étais arrivé jusqu'en demi-finale du bracket qualificatif. Et en demi-finale, ils avaient demandé une carte d'identité. J'avais 15 ans et donc je me suis fait supprimer du tournoi. Voilà, globalement, pour Clash Royale, la petite histoire. Il y a quand même vraiment tout un lore caché Ouais, avec Clash Royale. Je suis content qu'on ait pu en parler parce que j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, mais comme quoi, voilà, une fois de plus, la passion, l'obsession, je sais pas trop comment tu veux l'appeler cette fois-ci. à Clash Royale, il n'y avait aucune forme d'entraînement. Tu vois, c'était vraiment, je faisais que je jouais. Ouais. Et en fait, ça fait partie des jeux, je trouve, où tu peux beaucoup apprendre juste en jouant. Maintenant, le jeu a évolué, il y a quand même. Enfin, tu peux toujours devenir très fort sans analyser tes parties, sans retravailler des match-ups, etc. Mais tu vois, tu as des jeux où, tu vois, bah, on avait parlé de Street tout à l'heure en off. Mhm. Bon, bah, Street, tu fais que de jouer, t'apprends rien. En vrai, je Ah oui, pense. oui, tout à fait. Ça sert à rien. Tout à fait. Clash Bon, Royale, c'est pas il trop faut le quand cas. même voilà, se frotter à des joueurs, mais Mhm. c'est vrai il y a plusieurs étapes obligatoires à répéter pour réussir à s'entraîner correctement. Est-ce qu'il y a, tu penses, un sujet ou une facette de ta vie, de ton histoire qu'on n'a pas abordé ensemble, dont tu aimerais parler? Non, ça, il y en a un. Non, pour moi, justement, on a fait un tour assez exhaustif, en tout cas de ce que je sais de toi.
Alors bien sûr, voilà, il faudrait des Je connais pas heures et la face des heures. cachée. Et non, je ne connais pas toute la face cachée, mais j'ai l'impression quand même que tu t'es plutôt bien prêté au jeu. J'aimerais te donner une liste de mots, et à chaque fois que je te donne un mot, j'aimerais que tu y répondes, idéalement du tac au tac, avec un autre mot, une idée, un concept, Ok. peu importe la Première première. chose qui me vient à l'esprit. Comme ça. Idéalement. Ok, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Ok. Je crois que c'était le mot. Le mot prêt. On va commencer par voyage, Tokyo. famille, Amour. poésie, Thérapie. injustice, J'allais dire justice, mais. Injustice. Justice, ouais, je sais pas. passion, Obsession. compétition, Victoire. danse des cavaliers, Marque de fabrique. argent, Besoin. dans le contexte de l'Asylane, je vais te demander Émilien, Goat. qui était donc ton partenaire pendant l'événement. Ouais. On a fait un top 97, main dans la main. 97. Eh ben, Ouais, sur 99. belle performance. Instagram, Métier. amour, Flop. et enfin échec. Amour. Très bien. Le fait d'avoir parlé d'Instagram, ça m'a fait penser que j'aimerais bien te demander Ouais. comment tu gères ton rapport aux réseaux sociaux. Hmm. Dans quel sens? Le Hmm, rapport. Est-ce que tu consommes beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce Hmm. que tu attaches beaucoup d'importance à ce que les gens peuvent dire sur des commentaires, sur des tweets? Je ne sais pas exactement. Je regardais beaucoup de vidéos avant d'en faire. Ouais. Depuis que j'en fais, bah, j'ai un peu ce truc de plus trop regarder, de m'effacer. Je pense que du fait d'être dans le milieu, j'ai besoin un peu de souffler et de passer moins de temps sur la page web, on va dire. Vraiment une phrase de mec de 48 ans, ce que je viens de dire. Mais sinon, après, niveau de la création en tant que telle, c'est quoi mon rapport Je sais même pas par où commencer tellement c'est vaste. Euh, je pense que c'est une grosse source de stress de temps en temps, parce que j'ai vraiment cette impression que, entre guillemets, actuellement, je suis à un stade où, pour moi, ça débute. Et, euh, et en fait, je suis pas dans un stade où je suis vraiment suffisamment installé ou quoi que ce soit pour me dire il faut que je m'arrête, ou bien je peux prendre des vacances, ou je sais pas trop quoi, parce que bah, je suis pas du tout, je suis pas du tout dans cette position-là. Et donc, je pense que c'est une source de stress parce que j'ai du mal à prendre des pauses ou à prendre des vacances, ou bien en fait, quand bien même je ne fais rien, je me dis il faudrait que je fasse. Et donc, il y a un petit peu une boucle infernale. Donc, je suis, même si j'essaye de m'en détacher, c'est globalement quelque chose quand même que je vais pas mentir, je suis obligé de regarder parce que en fait, puisque ma seule source de revenus c'est ça, bah en fait si en fait tout est intimement lié à si oui ou non ça fonctionne. Donc forcément c'est quelque chose que je regarde pas mal. Après les commentaires par contre, c'est globalement pas un truc qui va me toucher, ou bien justement si ça me touche, je me dis que ça renvoie à quelque chose chez moi avec lequel j'ai pas totalement fait un travail dessus, ou bien que ça révèle des peurs que moi-même j'ai. On va dire que
quelqu'un qui me dit: «Ouais, Gartin, t'es moche», j'ai pas forcément, de problème avec ça ou quoi. Ça va me faire rire ou bien ça va plus me faire de la pitié pour les gens, qui vont juste, déverser leur haine. Ça, globalement, je pense que je suis pas mal détaché globalement de ces choses-là, mais par contre, des commentaires, on va dire, beaucoup plus constructifs, dans leur, ou bien qui vont plus toucher à quelque chose, là, ça va vraiment, me remettre en question. Je prends l'exemple, à un moment donné, il y avait des gens qui disaient: «Ouais, quand je commentais des échecs: "Ouais, putain, il est insupportable à faire que crier"». Et je me rappelle parce que c'était un message, je m'étais dit: «Putain, pourquoi ça me dérange?» Et je me suis dit: «Si ça me dérange, c'est que moi-même, je me dis: "OK, peut-être que des fois, tu vois, je crie trop", ou bien je me dis: "OK, ça devrait être inaudible", ou bien quand moi-même je m'écoute, je me dis: «C'est inaudible», tu vois? Et en fait, du coup, maintenant, dans ma manière de commenter, j'estime que, tu vois, ça doit être, tu vois, j'aime avoir un flow où je suis toujours dans l'excitation, je suis toujours, tu vois? Parce que ça fait partie de moi, mais peut-être me tempérer pour que ça soit mieux au niveau de la qualité du commentaire. C'est pas changer moi, ma personne, mais c'est changer, l'expérience, pour les gens. Et donc je pense que, tu vois, il faut, changer la manière dont les échecs sont commentés parce que ça peut très vite, ça a pendant très longtemps, été, assez, boring, même si en France, on a quand même la chance d'avoir un Kevin Bordy qui couvre la plupart des compétitions et qui est excellent en tant que commentateur. Mais, moi, j'avais envie d'apporter un petit peu plus ce truc de, bah, j'ai souvent regardé des compétitions, de foot et je kiffe par exemple, les jeux olympiques ou bien, les compétitions de natation. Je crois que il s'appelle Boyon, j'ai plus son prénom. Mais bon, le commentateur qui est fantastique. Et je me dis, en fait, on est capable, en tant que commentateur, de faire vivre des émotions aux gens, même s'ils n'ont pas forcément de, mmh, de grandes attaches, avec les échecs. Et donc ouais, je me remets en question quand le commentaire pointe du doigt quelque chose, d'intéressant. Alors ça me fait grandir. Donc je vois vraiment ça comme quelque chose de positif. Et pour ceux qui déversent leur haine, vraiment, ça me passe, mais genre 8 millions de kilomètres au-dessus. Ouais, je dis ça, mais j'ai jamais eu et on croise les doigts, mais j'ai jamais eu de harcèlement de masse ou de trucs à des proportions, Mmh. tu vois? Peut-être que j'aurais un autre discours, si j'avais vécu quelque chose dans ce genre. Donc on va dire que tu arrives à en tirer les bons côtés à chaque fois. Ouais, Très bien. là-dessus, je suis plutôt assez je m'en foutiste généralement, sur ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés, avec justement ta nouvelle activité sur internet? Des Mmh. gens que tu as rencontrés qui t'inspirent particulièrement? Que j'ai rencontré? Ouais. Hem, oui, déjà la réponse c'est oui. Hem, Pas mal, parce que c'est toujours un peu, c'est bizarre quand tu regardais quelqu'un quand tu étais petit et que tu te vois à rencontrer cette personne. Moi, j'ai jamais eu ce truc de fanatisme, mais j'ai toujours eu un grand respect pour certains vidéastes, ou quoi. Et bah, la première personne, moi, qui me vient à l'esprit et qui d'ailleurs est actuellement dans sa phase, Rubik's Cube, c'est, Kevin Tran. Heu, Parce que je regardais beaucoup ses vidéos et je trouvais qu'il y avait une forme d'intelligence, dans l'humour. Et Et je trouve que c'est aussi quelqu'un de très intéressant, tu vois? On partage ce truc des échecs, du Rubik's Cube et donc j'étais très content de le rencontrer. Inox aussi, heu, dans la même vibe tu vois? De dépassement de soi, on a envie de pousser les gens à faire quelque chose, heu et puis tu vois? Ce truc du sport, de compétition et tout, j'avais l'impression de me retrouver pas mal dessus. Heu, Sinon Victor Wembanyama aussi en vrai. Mais tu sais, j'ai plus de mal à v en fait, j'ai plus tendance à voir, tu sais, des gens plus âgés que moi comme des modèles que, tu sais, des gens du même âge que toi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ou plus jeunes. je comprends. Mais c'est vrai que Wembanyama forcément c'est aussi un exemple, même si on n'a pas tu sais, on a juste échangé dans le cadre de son match d'échecs avec Inox.
Mais en tout cas, de me dire, tu vois, que j'ai rencontré quelqu'un qui maintenant, là, on est en train de le voir avec les finales NBA qui sont en train d'avoir lieu en ce moment, bah, ça fait trop plaisir avec ce métier d'avoir pu rencontrer des gens comme ça. Tu vois, j'en oublie aussi, c'est beaucoup dans le milieu du sport aussi, des Johan Zarco, des Patrick Abirora, c'est tous des gens qui... En fait, la plupart des gens que tu rencontres, tu as quelque chose à en retirer, que ça aille tu vois, des métiers très visibles à des métiers beaucoup moins visibles. Mais en tout cas, dans les créateurs, je te dirais ouais, Kevin et Inox, dans les gens que je suivais déjà, en tout cas à l'époque. Ok, très bien. Pour conclure notre entretien, je vais te donner des débuts de phrases et je vais te demander de les compléter. Ok. C'est assez facile, tu vas voir. On va commencer avec demain. J'aimerais bien Que tout s'éclaircisse dans ma tête, qu'il y ait moins de flou. si j'avais un super pouvoir, ce serait évidemment La téléportation, ça changerait la vie. qu'est-ce que tu ferais avec? Bah, j'irais partout, je pourrais voyager tout le temps, j'aurais pas de frais SNCF, pas de frais quelconques, pas de péage à payer, ce serait trop bien. En plus, c'est drôle que tu me poses cette question parce que je suis en train de regarder la série The Boys en ce moment. Ouais. Je viens de commencer parce qu'il y a eu trop de propagande de trop de gens ces derniers temps qui en parlent. Et du coup, j'étais en train de me dire invisible, c'est pas si ouf. Donc, ouais, téléporter, je pense que c'est cool. Ou bien voyage dans le temps. Ok. Qu'est-ce que tu irais voir si tu pouvais voyager dans le temps? Alors, je pense que le premier endroit où j'irais, c'est l'Antiquité, Ok. que c'est un petit peu la période qui, on va dire, me fascine le plus au niveau de l'histoire. Mais je pense que je ferai des allers-retours un petit peu partout. J'irai voir comment étaient mes parents quand ils étaient plus petits, ou bien comment était tel professeur, Hmm. comment était DFG quand il avait 5 ans, tu vois, genre, je sais pas, je trouve que tu apprends à connaître les gens, tu vois, ou bien, tu vois, avoir cette possibilité de voyager dans le temps, mais en étant un petit peu omniscient, tu vois, sans être une personne, pouvoir regarder ce qui se passe. Ouais. Tu vois, en apprendre sur la vie des gens. Et c'est un peu ça aussi dans le cinéma, tu vois. Je trouve que le cinéma, des fois, il te permet de comprendre comment une personne en arrive là. Et en fait, bah, on a tous des trajectoires de vie qui nous amènent à prendre des mauvaises ou des bonnes décisions. Et en fait, de comprendre les gens, c'est quelque chose qui me fascinerait, de comprendre même les grandes figures de ce monde et de voir comment ils en sont arrivés là. Et tu n'irais pas du tout dans le futur? Non. Dans le futur, voir l'avenir, Non, voir dans non, 100 non. ans. J'ai pas envie de savoir. Parce que aller dans le futur et y revenir sans pouvoir y changer quoi que ce soit, Mhm. bah, je trouve que c'est quelque chose juste de stressant. Il y a une forme de fatalité. Et j'aime pas cette idée qu'on peut pas changer les choses et qu'on n'a pas, dans un certain sens, dans la mesure du possible, notre destin en main. Ça me ferait trop mal. J'ai pas envie de savoir ce qui se passerait. D'accord. Si j'ai de l'argent à l'infini, je... Ah bah, si c'est à l'infini, déjà, j'en donne littéralement à toutes les associations possibles. On fait en sorte que tout le monde aille mieux dans le monde en général. On finance tout ce qu'il y a de bon à financer. Et ensuite, les villas. Ensuite, le cinéma chez moi, les piscines. Mais si c'est infini dans un premier temps, je pense que le plus important, c'est pas de. Je suis pas très matérialiste, tu vois. En vrai, j'aurais pas besoin d'avoir des 1000 et des cents. Tu vois, de bien manger, d'avoir mon appart. Alors, c'est beaucoup, mais ça me suffirait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que j'ai jamais eu des pensées d'excès en me disant il me faudrait 8 millions de voitures, 3 piscines, tu vois. Je pense même que cette grandeur, trop de grandeur, ça me dérangerait d'être dans un endroit trop grand. Donc, je pense que je penserais aux autres dans un premier temps. Quoi qu'il arrive, on ne fera jamais mieux que...
On fera jamais mieux que les qu'est-ce qu'on fera jamais mieux? Ah putain, je sais même pas sur quel terrain aller. Est-ce que je vais sur le terrain des jeux, sur le terrain des films? On fera jamais mieux, on fera jamais mieux que les échecs, hein, j'allais dire en termes de jeu. Il y aura pas de jeu plus complet, plus équitable, plus égal, mieux foutu que les échecs, plus passionnant. On fera jamais mieux que les échecs. Je suis échoué sur une île déserte. Heureusement que j'ai apporté. En fait, je survis pas, quoi qu'il en soit. Enfin, je te le dis honnêtement, hein, je te le dis droit dans les yeux, même si je te regardais pas. Il y a aucune chance de survie. Donc, en fait, je pense que ma meilleure chance de survie, c'est de ramener quelqu'un. Alors, est-ce qu'on ramène Emilien après le top 97 de la Z-Land? Moi, je pense qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'en pratique, on serait capable de faire beaucoup de choses, ou est-ce que je ramène un mec genre un Mike Horn, c'est ça son nom? Ouais. Ah, je pense que je prends Mike Horn. Et si je peux prendre 2 personnes, je prends Mike Horn et Emilien. Et là, on est injouable. Donc tu les emmènes dans le bourbier avec toi. Ouais, ouais. D'accord. Et enfin, je trouve que cette émission était Bah, super, super. incroyable, génial. Bah Mettez un pouce bleu. écoute Gartin, je suis très content de t'avoir reçu. Mais mec, moi aussi. J'espère que tu as passé un agréable moment. Et Mec, que, super. Merci à toi de m'avoir invité, et bah avec grand plaisir, c'était trop de cool. m'avoir écouté, d'avoir subi ces tunnels, d'avoir pris des notes. C'était trop bien. Non, Merci, franchement, merci à toi. un parcours bien, bien chargé, malgré un âge qui ne l'est pas tant que ça. Donc non, non, un plaisir de t'écouter parler. Et j'espère que les gens qui nous ont suivis à la maison auront passé également un agréable moment. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire en particulier, une actualité, quelque chose qui va Oh, arriver? moi, j'aurais dit de mettre un pouce bleu et de s'abonner à la chaîne de DFG. Après, je veux pas, voilà. Et puis dites en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, moi, j'ai pas particulièrement d'actualité, si ce n'est celle de cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que vous avez pris du plaisir. Moi, ça m'a fait, comme je te dis, du bien, de parler un petit peu à cœur ouvert. Et je me suis forcé, dès le début, je me suis dit, Théo, commence pas à rentrer dans le truc où tu fais 8 millions de blagues, parce que quand je commence à rentrer dans ce truc un peu clownesque, bah, derrière, j'en ressors plus trop, et ça donne un petit peu un fouillis. Donc, je suis venu avec une seule envie, c'était celle de me dire, OK, dès le début, quand tu te mets dans le mood de répondre un petit peu plus premier degré, tu t'y tiens. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Donc, franchement, merci à toi pour ça. Et c'était vraiment une très chouette émission. Eh ben, merci beaucoup pour tes gentils mots. Les amis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous d'ici là. Et puis, ciao! Bisous. Bisous, bisous.